Eh mais tu sais quoi, j'ai une conso de zinzin là, c'est vraiment bien. Hein. C'est une voiture qui mérite d'être connue plus en fait. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, la main devant la gueule, encore une fois. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, dont on va mesurer les consommations et les autonomies, c'est l'ID7 de Volkswagen, mais en version Tourer. Pro S. Grosse batterie. Je m'y perds avec ces Pro. Ouais, Pro, c'est tellement horrible. La gamme est pas évidente à comprendre. Normal range, long range. Voilà. Bon, on peut passer à la fiche technique? Non mais la gamme, sinon la gamme. Quoi la gamme? Un Pro, pas Pro, et c'est quoi les autres trucs? Mais je crois que Pro c'est 77, Pro S c'est 86. Ensuite il y a amateur et débutant. Fiche technique. Et à la fiche technique, la voici, je sais pas pourquoi je parle comme ça, autonomie WLTP 640 km dans cette version avec les grandes jantes de 20 pouces. La batterie fait 86 kWh net, la chimie de la batterie c'est NMC, la transmission se fait au roue arrière, la puissance du moteur est de 210 kW, soit 286 chevaux pour un couple de 550 Nm. Avec ce gros bazar, elle abat le 0 à 100 km/h en 6 secondes 6 et sa vitesse max est de 180 km/h. Et tout ce petit monde pèse 2226 kg, c'est assez lourd. On passe à la recharge avec une puissance max en AC de 11 kW en triphasé, une puissance max en DC, c'est-à-dire charge rapide de 200 kW, c'est énorme pour du 400 volts, moi je trouve. Et surtout, elle charge de 10 à 80% en 26 minutes, ce qui est excellent. Au niveau du prix, c'est un peu là le problème. 62 390 € pour le modèle de base, et le modèle qu'on essaye aujourd'hui coûte 69 275 €. Mais si vous voulez prendre cette ID7 ou n'importe quelle autre voiture en leasing, on a un bon plan pour vous, écoutez bien. Alors on a vu les prix, Ouais. c'est cher, mais en location on peut avoir des prix intéressants. Surtout si on est pro, parce que c'est quand même une voiture qui est faite pour les pros. Bah, je pense qu'une bonne partie de ceux qui vont acheter cette voiture, c'est des pros. Et donc, si vous voulez avoir des offres de location pour pouvoir les comparer, je vous invite à aller sur notre site lachaîneev.fr, rubrique comparer les LOA. Là vous remplissez un petit formulaire et à la fin, on vous met en relation avec jusqu'à 3 loueurs. Donc vous allez avoir 3 propositions que vous allez pouvoir comparer, c'est sans engagement, c'est gratuit, la chaîne EV.fr, là, rubrique comparer les LOA, le lien pour l'ID7 est dans la description. Bon, le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est simple, on le dit à chaque fois, c'est le 55e peut-être. On fait ville, route, autoroute avec deux voitures, la voiture qu'on teste, l'ID7 et la Ioniq 28, toujours la Ioniq 28, c'est pas une comparaison directe. On dit direct, voilà, non, c'est pas la même catégorie, on le sait, voilà, on le sait. Voilà. Mais on compare toutes les voitures avec la Ioniq 28. Et nous, ce qu'on calcule, c'est l'écart de conso entre les deux. C'est ça qui fait le classement. Et c'est ça qui est intéressant. Bah, le but, c'est comme si elles avaient toutes roulé ensemble le même jour, avec les mêmes conditions. Voilà. Mais sauf que ça, c'est pas possible. Mais avec ça, on peut. Voilà. C'est clair. C'est C'est clair pour moi, en tout cas. C'est hyper clair. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi? Parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures, plus on est crédible. Et bien sûr, rejoignez-nous sur Instagram. Parce que sur Instagram, on poste toutes les actualités, toutes les nouveautés. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Voilà. C'est pas Attends, je rentre le ventre. Je prends Alex en photo devant l'ID7 et voilà, je le poste sur Instagram. Et puis les gens disent, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt orange dégueulasse? Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon, et bien nous sommes à bord de cette ID7 Tourer. Enfin, un break. Je suis trop content. Donc, rapidement, le tableau de bord, c'est assez simple. Hein. C'est un petit écran, un grand écran ici. L'écran là, il est vraiment top, hyper réactif, franchement. Sincèrement, on a beaucoup critiqué Volkswagen pour son OS, mais là, je trouve que l'OS, il est pas mal. Au milieu, on a un rangement, un bloc central. Ici, ça s'ouvre, on peut ranger des choses. Et ici, on peut refermer pour que ça soit propre. C'est quand même pas mal. Bon. Et les sièges sont vraiment magnifiques dans cette version. On a la pompe à chaleur aussi, ce qui est une option. Ça, quand même, c'est dommage. Bon, allez, on se met en mode Ioniq 28 Challenge. Ioniq 28 Challenge, climatisation à 22. Hop, en auto. Alors, la clim, c'est on appuie ici. On a tout le panneau de clim. Ah, là, il s'est mis en driver only. OK. On peut gérer ici les différents flux et tout, un peu comme chez Tesla. C'est pas mal. Franchement, c'est assez propre. Hein. Et il y a des trucs smart ici, si on veut se faire chauffer les pieds, refroidir les pieds, vue dégagée, etc., etc. Bon bref, donc on se met à 22 en auto. Au niveau du mode, c'est ici, mode, on se met en confort, en mode normal, ni mode éco, ni mode sport. D'ailleurs, pas d'éco-conduite lors du test conso. Et ensuite, le mode de régène sera le mode B. Alors le mode B, c'est simple,
Ici, on passe en marche avant. Ici, en marche arrière. Et quand on passe en marche avant une deuxième fois, on passe en mode B. Le mode B, c'est plus de régène, mais pas de one pédale. Voilà. Allez, je remets les compteurs à 0. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est donc que la voiture compte la conso à l'arrêt. Ce qui est plutôt rassurant pour avoir une conso fiable. D'ailleurs, à noter que Tesla, désormais, compte les consos à l'arrêt. On faut refaire notre vidéo avec le chauffage à fond alors. C'est ça. Allez, je passe devant. Donc, je suis à 97% de batterie. Je suis pas à 100%, mais c'est pas grave. Hein. On fera l'écart de conso quand même parce que j'ai bien la conso depuis la recharge, donc il n'y a pas de problème. Et Alex, à 100% jusqu'à environ 98%, il n'y a quasiment pas de régène. Ah. Mais sur une batterie de 86 kWh, recharger seulement jusqu'à 80%, ça pose pas vraiment de problème. En gros, ça veut dire qu'en quotidien, tu as 70 kWh, quoi. Ouais, c'est vrai que là, t'es tranquille quand même. À savoir que la voiture n'est pas plus lourde quand on la recharge. Hein. Ah ouais, on n'a pas dit, mais il fait 25,5 dehors. Donc, on l'a dit, pas de one pédale. 2 modes de régène. Le mode D qui est quasiment de la roue libre. D'ailleurs, je vais le mettre. Ouais, c'est de la roue libre, hein, quasiment. Enfin, ouais. Et le mode B où on a une bonne régène, on va dire. Une régène 3 de chez Hyundai, quoi. C'est B comme bonne régène? Alors, on l'a pas dit, mais la voiture en rampage se met à 5 km/h. Donc, il n'y a pas un effet bondissement. Les manœuvres sont bonnes en rampage. Par contre, moi, je trouve que la pédale, elle est un peu difficile à doser. C'est-à-dire, quand tu accélères, tu as un petit à-coup. Des fois, c'est pas progressif. Mais bon, je pense que tu t'habitues à ça. Oui, à savoir que moi, à date, là, j'ai pas encore mis les fesses dedans. À part celle qu'on avait conduite dans le road trip. C'était quoi ce road trip, déjà? On avait fait un road trip avec l'ID7, mais dans sa version 77 kWh. Un road trip avec 3 solutions pour économiser sur les longs trajets sur autoroute. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui l'avais conduite, l'ID7. Et du coup, la vidéo est retrouvée ici, quoi. La voiture, elle est équipée d'un toit panoramique avec un obscurcissant intégré dans la vitre. C'est-à-dire qu'on fait un mouvement ici, hop, ça devient transparent. Un mouvement ici, hop, ça devient opaque. Un peu comme la Renault Scénic. Sauf que là, c'est toute la vitre. Il n'y a pas de découpage avant-arrière et tout, quoi. Bon, du coup, on a vu la régène au lâcher de pédale. Mais est-ce qu'il y a de la régène aussi quand tu appuies sur la pédale de frein? Je lâche, je freine, ouais. Donc il y a bien une régène supplémentaire avant le frein mécanique, quoi. Et le passage de l'un à l'autre, enfin tu le sens pas, hein, la pédale elle est assez agréable. Tu sais, il n'y a pas un mordant comme genre chez Peugeot où ça mord tout de suite. Voilà, pour le coup, t'as pas d'à-coup au freinage, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as des bips de survitesse? Enfin, je suppose qu'il y en a. Et du coup, comment on les désactive? Alors justement, là je les ai, c'est incroyable. En même temps, c'est tout le temps là, dans la zone 30 où on dépasse la vitesse limite, je crois. Ouais, c'est pour ça. Et bien, pour enlever les bips de survitesse, ici on a des raccourcis qui sont personnalisables. D'ailleurs, on met ce qu'on veut en appuyant dessus longtemps. Et là, il y en a un, c'est aide à la conduite. Et le deuxième lien, c'est alerte de survitesse. Et c'est terminé. Il n'y a pas d'alerte de vigilance conducteur? S'il y a alerte d'hypovigilance, mais celle-là, elle est désactivée, donc tu peux la désactiver tout le temps. Et tu as alerte de fatigue. Je sais pas ce que c'est la différence entre les deux. Il y a un capteur infrarouge derrière le volant? Non. Mais je te cache pas que j'ai ramené cette voiture de Paris jusqu'ici, donc j'ai fait 600 km avec. J'ai eu 2 fois l'alerte d'endormissement alors que ça allait, mais bon. Bon, là on fait un trajet en ville, c'est un peu anecdotique parce que cette voiture, bon, elle n'est pas faite pour la ville, en plus elle a des jantes 20 pouces, etc. Évidemment, c'est sur l'autoroute qu'on va savourer les résultats, et là ça sera Alex qui va conduire, mais bon. Ouais, je t'avoue que pour moi la conso, moi, elle est astronomique là. C'est vrai? Ah ouais. Là, je pense que la clim, il est pour beaucoup là. Mais il fait quand même 28 degrés, donc on est un peu, oui, on est au-dessus de notre protocole là. Avec 22 degrés de clim. Moi, je suis assez haut aussi. Mais pourtant, on a fait, alors je le dis, on a fait refroidir les voitures pendant 20 minutes quand même. Donc normalement, on est parti avec des voitures à condition. Ouais, je pense que là, juste maintenir, ça consomme. En même temps, moi, j'ai des petites gouttes de sueur là. J'ai chaud. Mais c'était aujourd'hui ou jamais, parce qu'après, il va pleuvoir et on pourra plus faire le test conso. Bon, sinon, niveau du confort, est-ce que ça t'intéresse? Bah, toujours. Bon, bah, c'est du Volkswagen, c'est des sièges quand même un peu durs. Ça, j'aime bien, moi. Voilà. Mais très confort. Ouais, c'est enveloppant quand même ou... Bah, pas trop en fait. Ouais, si, t'as un maintien latéral, mais ça va. Au niveau suspension, on a des suspensions pilotées, donc on choisit la dureté. Donc là, c'est à toi de choisir si tu veux un truc un peu raide ou complètement caoutchouteux. J'ai essayé, c'est assez drôle. Là, on est en mode normal, donc on doit être un peu en mixte, je pense. Tu as un mode normal, tu as un mode sport et un mode éco. Et tu as un mode personnalisé où tu vas choisir tous les éléments que tu veux. Tu peux te faire une réponse de la pédale éco et une suspension dure, par exemple, tu vois. Et ça, c'est en option, je suppose.
Ouais, mais c'est une option qui est pas très chère. Juste 6 000 €, ça va? Mais non. T'as une option où t'as plein de trucs. C'est un pack confort, je sais plus quoi. Je le mets en bas de l'écran. Il y a vraiment plein de trucs dedans, dont les suspensions pilotées. L'option, elle est à 2200 €. Ah ouais, non, c'est vrai que pour 2200 €, je prends l'option. Après, c'est toujours ça pareil, hein. Tu mets cette option, plus cette option, plus cette option, tu te dis, ah, en fait, je vais te retirer une ou deux. Non, mais sincèrement, les options sur cette voiture, ça fait pas. C'est pas comme chez BMW où tu pars d'une voiture à 50 000 et tu arrives à 80 000 avec 3 options, quoi. Là, tu as une voiture super bien équipée en mettant 5 000 de plus, quoi. Après, nous, les options, les prix et tout, c'est pas notre truc. Nous c'est l'électrique. Allez, on passe le passage à niveau. Et du coup, en suspension normale. Oh, oh, le régal. Pourtant, j'ai entendu du bruit dans ta voiture quand même, hein. Ouais, mais non, sincèrement, j'ai l'impression d'être passé au-dessus comme. Non. D'accord. Bon, là, on fait la vidéo en fin d'après-midi à Arcachon. C'est blindos. Enfin, pour moi, ça va, on a de la chance, on est à contre-courant. Bon, sinon, au niveau de l'intérieur, méga bien fini. Tu verras, tu me donneras ton avis, mais franchement, là, c'est vraiment de la qualité. Mais ça fait pas très haut de gamme. Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait robuste, qualitatif, mais sans fioriture, quoi. Enfin, ça fait haut de gamme quand même. Mais ça fait pas luxueux. Tu rentres pas dans la voiture en disant waouh. Au niveau du système, bah sincèrement, moi je trouve ça pas mal. Franchement. Ah, je trouve quand même que le petit écran derrière le volant, je trouve ça un peu petit quand même. Ouais, mais en fait, j'ai un tête haute, donc limite, je m'en fous de cet écran. Ah oui, c'est la tête haute, ouais, effectivement. T'as Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Et il y a un truc que je voudrais dire que je trouve génial. Donc, j'ai le tête haute et dans mon tête haute, j'ai les indications GPS. Et j'ai même la réalité augmentée, c'est-à-dire que quand je dois tourner à droite, j'ai des flèches qui me disent tu dois tourner là. C'est incroyable. Je vous montre ça là en vidéo. Franchement, c'est vraiment trop pratique. Et ce qui est incroyable, c'est que ça marche avec le GPS de la voiture, mais ça marche aussi avec Apple Plan en Apple CarPlay. Et ça marche aussi, et c'est ça qui est ouf, et là c'est affiché à l'écran, ça marche aussi avec ABRP. Genre ABRP, toutes les informations ABRP sont reprises dans le tête haute avec les flèches en réalité augmentée et tout. Ah, c'est classe. Après, il manque genre Spotify, un petit YouTube quand tu charges et tout, enfin des conneries, mais bon. Ouais, ça, c'est ceux qui ont goûté à des voitures plus sophistiquées. Donc moi, ce système-là, je le place entre Kia Hyundai et Xpeng, tu vois. En gros, Xpeng Tesla, quoi. Tu vois, c'est un espèce de truc un peu au milieu. Moins bien qu'Android Automotive quand même, mais complètement utilisable, assez cool. L'écran, il est beau, réactif et tout. Enfin, ça marche, quoi. Je suis plutôt d'accord. Et après, on peut parler de l'ergonomie. Là, on va s'énerver. Il n'y a pas un vrai bouton, je crois. Si, les lève-vitres là. On a du haptique au volant. Donc, c'est comme si c'était du tactile, mais ça l'est pas vraiment parce qu'il faut appuyer. Il y a une petite sensation en retour. C'est vraiment nul. Pareil ici pour le chauffage et le volume. Les lève-vitres, il n'y a que 2 boutons de lève-vitres et un bouton pour passer aux vitres arrière. Le bouton rire. Donc, des fois, on se trompe, on appuie sur le bouton. Enfin, bref. Et surtout que ce bouton rire, pour moi, ça pourrait être une bonne idée. Si c'était un loquet que tu poussais vers l'avant et l'arrière. Du coup, juste avec ton doigt, tu pourrais sentir s'il est... Alors que levé, pas levé, tu sais pas trop s'il est levé, pas levé, si c'est l'arrière ou pas l'arrière. Et du coup, au final, tu as plutôt regarder, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, Volkswagen a dit que les gens préféraient les boutons et les prochaines Volkswagen auront des boutons. Alors, je pense que tu t'y fais. D'ailleurs, on a des commentaires, des gens qui nous disent mais on s'y fait. Et effectivement, on s'y fait. Mais c'est quand même moins bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je suis d'accord. Quand tu passes d'un appartement de 100 mètres carrés à un appartement de 50 mètres carrés, tu t'y fais. Mais c'est moins bien quand même. Elle est un peu radicale cette comparaison, mais oui. Ah, mais c'est vrai, on se fait à tout si on va par là, mais c'est pas pour ça que c'est mieux. Hein. Ah, ça me fait penser au sélecteur de vitesse au volant, tu vois. On s'y fait. Au volant, à l'écran. Ouais. Tiens, d'ailleurs, on va parler du sélecteur de vitesse. Il est un petit peu chiant. En fait, tu sais, si je passe en marche arrière et que je repasse en marche avant, je vais rester en B. Jusque-là, tout va bien. Attends, je vais tester là. Je freine, marche arrière, marche avant, je suis en B, exactement. Et en fait, on s'était fait cette remarque que s'il revient tout le temps en mode D, eh ben, tu prends l'habitude de faire un double coup à chaque fois. Mais là, des fois, tu vas faire un double coup. Tu vas être en D. Des fois, tu vas oublier, tu vas être en D. Des fois, en B. Enfin, à chaque fois, finalement, tu es un peu obligé de regarder, quoi. Ouais. En fait, c'est le matin quand tu pars. Faut que tu fasses double coup pour partir en B. Mais après, toutes les autres manœuvres que tu auras à faire dans la journée, sans l'avoir éteinte, il faudra que tu fasses qu'un coup. Sinon, tu repasserais en pas B. Alors que s'il fallait faire double coup tout le temps, bah, tu sais. Ouais, ou qu'il y ait une option pour dire quand je mets drive, par défaut, c'est B. Oh putain. Oui. Alors, tu sais ce qu'on m'a dit au service presse de Volkswagen? Le One Pedal arrive. J'attends de voir, c'est toujours pareil. Là, on roule vraiment pas très vite. Il fait un peu chaud. Je pense que les consos en ville, elles vont être cata. Bon, moi, c'est quand même redescendu. Tout à l'heure, c'était une conso d'autoroute. Ouais, ça va. Je te sens vachement plus conciliant
Avec les consos importantes maintenant. Les 20 kWh sur autoroute, ça devient presque une bonne conso maintenant. En fait. Non mais c'est vrai en plus. À l'époque, nous, au-dessus de 20, c'était vraiment... Enfin, moi, au-dessus de 20, c'était vraiment une dinguerie. Maintenant, quand t'es en dessous de 20, c'est vraiment une dinguerie. Bon, sinon, en ville, très très cool. Hein. Malgré son gros gabarit et tout, quand même, c'est bien. Hein. Par contre, je suppose que t'as pas trop l'impression que les gens se retournent sur toi. Non. Tout le monde s'en fiche. C'est horrible. T'es vraiment dans une voiture passe-partout, quoi. Mais tu veux que je te dise un truc ? C'est mon problème avec cette voiture. Techniquement, c'est un peu tout ce que j'aime. Ça consomme pas trop. C'est un break. C'est une berline. Voilà, c'est une voiture que je pourrais aimer. Elle a aucun vrai défaut, cette caisse, sans déconner. Et pourtant, eh ben... Il n'y a aucun coup de cœur. C'est une voiture qui ne déclenche rien du tout. Mais si quelqu'un me demande, je dirais, mais achète-la, c'est terrible. C'est une super voiture. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais j'ai pas envie d'avoir ça, quoi. C'est bizarre, hein ? Ouais, non, mais je suis en phase. Non, t'es derrière. Ah, Hilarant, non ? je crois que j'ai fait une tasse dans ton siège tellement c'était drôle. Bon, allez, on se retrouve à la fin de la ville. Tu me nettoieras tout ça, s'il te plaît. Bon, et bien voilà, on arrive à la fin du trajet ville. Alors, il y a des embouteillages de malades. Parce que d'habitude, on le fait le week-end et là, on le fait un jeudi soir. Et il y a tous les gens qui sortent du boulot et qui vont à l'école, etc. Donc, vu qu'on roule vraiment plus doucement que d'habitude et qu'il y a la clim, on va avoir une consommation qui est plus importante que d'habitude. Mais vu que ça marche sur les deux voitures, bah, normalement, ça ne va pas changer grand-chose. Vu que nous, on calcule l'écart entre la Ioniq 28 et notre i17. Alors bon, il y a sûrement des écarts, hein, des faux, enfin voilà, c'est pas... mais bon, aucun argument dans ce que je dis là. T'es comment niveau conso ? Bah, je suis bien à 2 kWh de trop. Ah ouais ? Non mais j'ai une super conso alors moi. Ah, c'est cool. L'endroit où on se gare à la fin de la ville, c'est de plus en plus sableux. Un jour, on va rester tanké ici. 4 roues motrices obligatoires la prochaine fois. Allez, je prends la conso en photo, je raccroche. Ouais, ben... S'il a une consommation haute, vu qu'on calcule l'écart entre les deux, bah ma conso qui est pas terrible, bah ça se trouve elle est bonne. Allez, compète de vitres. Oh là là. Elle est indétrônable. Hein. Encore une voiture massacrée par la Ioniq 28. Bon bah c'est cool du coup, parce que j'ai pas une super conso, mais t'as pas une super conso. Non, là je pense que ça te ferait mal de voir cette console là en ville. On se dit pas la conso là, on se garde la surprise pour la fin de la vidéo. C'est pour faire du suspense. Et du coup, t'es content de ta conso toi ? Bah non, c'est de la merde. Et moi je suis pas content non plus donc... Voilà, donc du coup on sait pas. Allez, on verra ça à la fin. Je suis sûr que au final tu seras content. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Un petit Shifumi quand même pour savoir qui part devant. Même si je perds à chaque fois. Je sais pourquoi je veux rejouer en fait. Allez, on y va. Allez, Shifumi. Alors, Shifumi, j'ai gagné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je passe devant. Aucun intérêt parce qu'au milieu du chemin, on inverse les positions pour pas créer un avantage aérodynamique. Nanana. Et avant de repartir, pense à reset la consommation quand même. C'est un peu chiant la consommation. Faut taper 4 trucs pour la trouver. Alors là, on voit la caméra de recul. Sincèrement, elle est dégueulasse. Franchement, elle est compressée comme ça en fait. À moins qu'on... Ah, voilà. Ok. Oh ouais, mais... Attends, vas-y, recule à fond. Vas-y, avance. Non, j'ai pas de détection de passage latéral arrière. C'est pas terrible. Donc la caméra de recul, quand il y a ça, elle est compressée. Mais en fait, on peut le retirer. Et après, on peut voir l'avant, l'arrière et le côté. Ça, c'est la vue que Alex adore parce que on voit les 4 pneus et on voit du coup la position par rapport au trottoir. Est-ce qu'on n'éclate pas les jantes ? Ça, c'est pas mal. Il y a un parc assist aussi sur cette voiture. Le parc assist Volkswagen, une fois que la procédure est lancée, bah, ça marche super bien. Par contre, c'est la façon dont ça fonctionne pour choisir à quelle place on veut s'arrêter, c'est horrible. Il ne détecte pas toutes les places. Quand on voit une place, on ne sait même pas où elle est placée. On ne sait pas si on va être garé au bon endroit. Bref, c'est pas génial. Bon, allez, on part sur la route. Mais là, j'ai un peu peur qu'on n'arrive pas à atteindre nos 65 km/h de moyenne. On va voir. Ça risque d'être chargé. On se met au régulateur de vitesse. Alors, j'explique rapidement, même si c'est toujours le même régulateur de vitesse sur toutes les Volkswagen, Skoda, même les Ford Explorer et Capri. Donc, le régulateur de vitesse, il est cool parce qu'il accélère tout seul quand on double. Ça, c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas de freinage fantôme et tout. C'est vraiment sympa. Par contre, on peut choisir qu'il s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux, mais elle fait énormément de fausses détections. Enfin, sur l'autoroute, elle en fait pas trop. Elle m'en a fait 2 sur 600 km. Par contre, après, sur route, sur les rocades et tout, c'est un enfer. Ça marche trop mal. Et après, quand tu enlèves la synchro automatique, tu n'as pas de synchro manuel. Tu n'as pas un bouton pour dire « Ah, le panneau est passé à 90, j'appuie sur un bouton, ça synchronise à 90. » Donc, c'est un peu moins bien que BMW ou Renault. Par contre, quand les vitesses sont dans le GPS, bah, s'il y a un panneau de passage à 70 km/h, 50 mètres devant,
il va commencer à ralentir pour arriver à 70 km/h au panneau. Et quand tu passes, quand tu passes le panneau, tu as la bonne vitesse, donc voilà, ça c'est top. Sinon, le régulateur de vitesse, ce qu'il sait faire aussi, c'est s'adapter à son environnement. C'est-à-dire que si tu arrives dans un rond-point à 80 km/h, il va ralentir de lui-même, rentrer dans le rond-point à 30 et réaccélérer derrière. Donc tu n'as même pas besoin de freiner. Ça, je sais qu'Alex, tu t'en fous. Moi, j'aime bien, je trouve ça drôle. Ah ouais. L'assistant de conduite hors autoroute, je suis pas particulièrement utilisateur, on dit. Ce qui est bien, c'est de laisser le choix à celui qui veut. Mais encore une fois, il a des fausses détections. Par exemple, sur la route pour aller chez moi, c'est une grande ligne droite et il détecte un virage, je ne sais pas pourquoi. Donc il me passe de 80 à 50 km/h sur une ligne droite. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc encore une fois, c'est un truc trop bien mais qui marche mal. Donc tu le désactives au bout d'un moment. Bon, maintenant, je te parle du lane assist. Allez. Ah, en passif déjà. Ah, en passif, l'anti-franchissement de ligne. C'est plutôt celui-là au final que je vis au quotidien, moi. Et puis c'est celui qui te permet de rester en vie. En toute logique, ouais. Ouais, hashtag Pierre Palmade. Allez, on y va. Je traverse la voie. Ok, d'accord. Il m'a pas du tout remis. Attends, je vais le faire de l'autre côté. Je vais le faire de l'autre côté. Mais c'est quoi le délire? Il n'y a pas du tout d'entrée. Le mec derrière, il vient de freiner. Il est en train de se dire, l'autre devant, il est bourré. Je vais me garder un peu de distance. Attends, je refais un dernier test. Je me laisse aller sur la voie d'à côté. Ah, ça y est, là, il m'a vu. Ah, et puis il me met une petite ligne orange dans le head-up display. Ah, ça c'est bien ça. Je refais de l'autre côté pour voir. Ouais, bon, bah, je sais pas pourquoi il le prenait pas, mais ça y est, là, il me l'a fait. 2 fois, il m'a sauvé la vie. Ok. Il te sauve la vie 1 fois sur 2, ce qui est quand même pas mal déjà. Ouais. Le lane assist, il est pas mal, il marche bien, il est pas dingo, voilà, il fait pas de folie, mais il fait son job. Et genre sur l'autoroute, sincèrement, t'es assez en sécurité pour regarder un petit peu l'écran en confiance, il va pas te lâcher. T'as pas besoin de surconduire, en gros de te battre un peu contre lui, quoi. Pas du tout. Et en plus, il a un intérêt, c'est que, bon là c'est génial, on fait un essai conso route et on roule à 0. Il a un truc qui est cool, c'est que si tu prends la voiture, tu la forces un peu à gauche, tu sais ça, il y a une toute petite résistance. Et après, elle lâche la résistance, tu lâches, elle te laisse à gauche. Ah, comme faisaient les Peugeot, ça. Les Renault, maintenant, ils le font aussi. Ouais, non, Renault, ils le font qu'à basse vitesse et c'est nul. En tout cas, chaque fois qu'on a essayé, ça marchait jamais. Ouais, c'est vrai. T'es sur le périph' à 40, tu la forces à gauche et comme ça, tu laisses la voie du milieu de libre pour les motos, par exemple, c'est bien. Et donc, volant capacitif, bon volant capacitif, je me suis jamais fait rappeler à l'ordre. Donc, on va remettre la conso à 0 à partir du moment où ça reroulera parce que là, ça sert à rien. Donc, des aides à la conduite qui aident à la conduite et qui te font pas flipper. Mais qui sont pas dingues. Des fonctionnalités qui seraient vraiment folles si elles marchaient bien, mais elles marchent pas bien. Terminons cette petite partie de route avec les sensations de conduite. C'est une voiture qui fait quand même 286 chevaux, donc quand même c'est puissant. Hein. Ça accélère très fort, forcément, c'est très agréable par rapport à un thermique. Mais on s'attendrait à plus par rapport à 300 chevaux et 550 Nm de couple. C'est pas foufou quoi. Donc voilà, si vous voyez sur la fiche technique 286 chevaux, vous vous dites ok, ça va être une sportive, bah pas du tout. Attendez-vous à une belle routière qui a des bonnes reprises, qui est hyper agréable à conduire, mais c'est pas avec ça que vous allez faire le malin. Une BMW i4 vous apportera beaucoup plus de plaisir. Allez, je mets la conso à 0 maintenant là. Ok, bah, je fais pareil. Donc ça y est, enfin ça roule à 70-80, donc c'est à partir de maintenant qu'on va avoir des belles consos. Sincèrement, le confort de suspension de cette voiture, il est fou. Moi qui roule en modèle 3, qui est une vraie planche, là, waouh. Donc là, on se filme pas, mais on va rouler environ 20 km de route et on se reprend tout à l'heure. Mais est-ce qu'on n'arriverait pas bientôt à la fin de la route? On arrive à la fin de la route. J'avais oublié de dire un truc. Il y a un truc que tu adores, toi, dans les aides à la conduite, c'est de pouvoir avoir le lane assist sans le régulateur. Ah ouais, ça c'est trop bien. Tu sais quoi, cette voiture, eh ben, elle le fait pas. Tu sais que je disais, putain, c'est fort que je savais pas que Volkswagen ils avaient fait ça. Bah non, en fait, je savais que Volkswagen ne l'avait pas fait en fait. Et t'es comment niveau conso? Bah je suis moins que la route, que la ville. Je suis moins que la ville aussi. Eh mais tu sais quoi, j'ai une conso de zinzin là, c'est vraiment bien. Hein. Mais sincèrement, c'est dingue cette caisse. Hein. C'est une voiture qui mérite d'être connue plus en fait, où j'ai l'impression que j'ai l'impression de pas en voir tant que ça sur les routes alors qu'elle mériterait quoi. Alors, diamètre de braquage. Ça braque bien normalement les Volkswagen. Ah ouais, ça braque bien ouais. C'est vachement bien. Hein. Faut avouer que Volkswagen ils savent quand même faire des voitures. Enfin des voitures à utiliser quoi. Hop, il parlait, je lui raccrochais à la gueule. Voilà. Ça c'est fait. Conso incroyable. Je passe en P. Et quand on passe en P, il y a le frein à main qui se met automatiquement. Ça c'est cool. Bon maintenant elles le font toutes. Il n'y a que la Unique 28 en fait qui le fait pas. J'ai une conso incroyable. Même toi tu le crois pas? Même moi, bah ouais. Par contre j'ai l'impression que t'es dans un 4x4 quand même là. Mais oui, t'as vu comment elle est grande? On dit que c'est une berline, un break. Mais elle est hyper haute par rapport à la Unique 28. Bah la hauteur de ta porte, t'es dans mon toit quoi.
Là, mes yeux, ils sont à la hauteur du toit. Ah non, moi, je vois tout juste les barres de toi. On dirait que la batterie a fait ça d'épaisseur. Bon, bref, tout ça pour dire que maintenant, on passe à l'autoroute. Et là, c'est son domaine. C'est là où elle déchire tout, la voiture. Pendant une seconde, j'ai fait, tiens, il va dire que c'est mon domaine à moi. Je fais, ah bon Non. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Non mais c'est incroyable, regardez. Je vous montre. Regardez la hauteur. Le mec est 3 mètres au-dessus de moi, quoi. Voilà. Si je veux filmer le dessus du toit, je suis obligé de mettre la main au-dessus, quoi. Alors que lui, de ses yeux, il voit le dessus de mon toit. Bon, bref. Allez, on part pour l'autoroute. Donc, c'est Alex qui prend le volant sur l'autoroute. Attends, le mute, c'est où, là? Ah, sur le problème, on sait pas comment faire mute, quoi. Ah, mais c'est power, là? Ah, c'est pas power, c'est power du son, en fait. Bon, allez, je remets à 0. Allez, Shifumi. T'es sûr? T'es sûr? Shifumi ou pas? Shifumi. Ouais. Et tu sais que pour faire ça, je me suis concentré pour pas faire ça. Et en fait, je fais feuille. En même temps, Shifumi. C'est limite. C'est comme le jeu, tu sais, qu'on fait là, où faut lever un bras, baisser un bras. C'est hyper gênant, ce jeu. Faut qu'on arrête. En fait, t'es viens de baisser, tu veux pas passer pour un connard. Bon allez, moi je pars devant, ça n'a aucun intérêt, mais je suis content d'avoir gagné. Alors, premier truc que je peux te dire, c'est que la pédale d'accélérateur de la Ioniq 28, elle est toute molle à côté de celle de l'ID7. Moi le premier truc, c'est que j'étais pas encore en B, du coup ça m'a fait bizarre d'arriver au stop. Moi, j'aime bien les pédales d'accélérateur dures, comme ça, ton pied, il est bien appuyé, c'est bien. Allez, petite accélération là, virage en courbe et tout là, vas-y, enchaîne. Allez, une petite accélération en courbe là. Oh bah c'est une routière, hein, on sent que c'est stable. Hein. Donc non, franchement... Alors, comment on met le régulateur là-dessus déjà? Bon allez, autoroute. Première chose, qu'est-ce qui est important? C'est la vitesse de charge. Ouais, alors du coup, ça annonce pas les 18 minutes, c'est pas du 800 volts, mais de ce que tu as vu et ce qui est donné par la fiche technique, c'est quand même plutôt pas mal. Eh ben, Volkswagen annonce 26 minutes et moi, j'ai fait un 12,80 en 26 minutes. Donc c'est ça parce que les 2 premiers pourcents, tu les chopes très rapidement. Donc excellent. Vraiment excellent. Et avec Alex, on s'est dit un truc. Putain, mais ma voiture, elle est trop bruyante par rapport à l'ID7. C'est impressionnant. J'ai l'impression d'être dans une boîte de conserve, là. Avec Alex, on s'est dit un truc qui est très intéressant. Sa Ioniq 6 en 77 kWh, elle charge un certain nombre de kWh en 18 minutes. Et en fait, l'ID7, le même nombre de kWh, elle le charge en 19 minutes. Ça veut dire qu'en gros, les performances sur du long trajet, c'est quasiment les mêmes entre une Ioniq 6 et une ID7. C'est fou. Tant que ta conso est équivalente. Ouais. Je vous affiche la courbe de charge. On voit que jusqu'à 30-33%, la voiture, elle reste jusqu'à plus de 200 kW. Ça, c'est vraiment énorme. Et ensuite, elle tombe de façon linéaire jusqu'à la fin. Et à 95%, elle est chargée encore à quelque chose comme 40 kW. Donc, même si vous restez branché parce que vous mangez, la voiture, elle charge. Et vous allez rapidement arriver à 100%. Donc, en fait, c'est une voiture qui est en 400 volts, mais qui charge quand même vraiment, vraiment fort. Après, c'est du 400 volts, mais vu la vitesse de charge, je pense qu'elle prend plus que 400 volts. Je pense qu'elle est dans les 500 par là. Donc ouais, donc la clé, comme je dis, c'est vitesse de charge et consommation. Donc vitesse de charge, bah, c'est pas les meilleurs chiffres sur le papier, mais dans la vraie vie, au final, c'est quand même très très bien. Et en conso, bah là, on est en train de le faire, mais ça a l'air aussi plutôt très bien également. Donc elle a un peu le combo routière, quoi. D'ailleurs, bientôt sur la chaîne EV, je remonte cette voiture à Paris et je vais essayer d'optimiser le trajet à mort pour vous montrer à quel point cette voiture est incroyable. Du coup, tu vas emmener une bouteille pour tes besoins personnels? Je vais pisser par la fenêtre et tout, mais je vais l'emmener jusqu'au bout. Du coup, est-ce que cette voiture, elle a le plug and charge? Bah ouais. Ça devient la norme maintenant. Mais... Par contre, attention, Volkswagen, on sait que l'autocharge, c'est un peu compliqué. Je sais pas si sur cette ID7, c'est le cas ou pas. Sincèrement, j'ai pas testé. Mais on sait que Volkswagen, ça a été compliqué longtemps pour l'autocharge parce qu'elle renvoie des ID différents à chaque charge et du coup, on peut pas la reconnaître. Donc, plug and charge, oui. Autocharge, peut-être que non. Il me semblait que c'était l'inverse, moi. C'était que plusieurs voitures ont le même ID. Bah, je sais pas. En tout cas, je sais que l'autocharge, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est des ID. Bon, et au niveau préconditionnement, elle a du préconditionnement batterie, cette voiture? Bah ouais, elle a le préconditionnement du coup manuel. On peut appuyer sur un bouton et hop, ça l'active.
ou automatique quand on a mis une borne de recharge à destination ou via le planificateur. Et ce qui est top, c'est qu'il y a un écran dédié. Là, je vais galérer pour le trouver, alors peut-être que c'est là. À 64 kW. Ouais, voilà, elle dit que là, si je rechargeais maintenant, je pourrais charger à 64 kW. Et elle me dit que je suis en capacité de recharge rapide optimale atteinte. Donc en gros, il n'y a pas de préconditionnement activé. Et ça, c'est plutôt vachement intéressant parce qu'il y a assez peu de constructeurs qui proposent le fait de t'indiquer la puissance de charge que tu aurais si tu chargeais. Et en plus, quand elle te dit que tu dois préconditionner, elle te dit combien tu vas atteindre si tu préconditionnes et combien de temps ça va prendre. Tu vois, elle te dit, si tu préconditionnes maintenant, tu atteindras 175 kW dans 28 minutes. Quoi. Non, ça c'est parfait. Hein. Mais le chiffre indiqué, il est bidon. À chaque fois qu'on a essayé, ça marchait pas. Quand je l'ai descendu de Paris, elle me disait que là, si je me branchais, je chargeais à 175. Je suis arrivé, j'ai chargé à 204 quoi. Donc pour l'instant, ça coche quand même beaucoup de cases quoi. Bah ouais, surtout que là, sur autoroute, je trouve ça plus confort que ma Ioniq 6. Hein. What? Là, avec les suspensions pilotées, c'est incroyable. Vraiment, je trouve ça... Là, je traverse l'Europe, il n'y a pas de problème. Hein. Et au niveau sonore? Alors, il y a un peu de bruit d'air quand même, mais c'est comme hyper bien isolé. Mais c'est surtout hyper confort et on se sent... là, pour le coup, vraiment tapis volant, tu sais, sur l'autoroute. Là. Ouais, le rate augmenté du tête haute, dès que tu te remets dans la voie, paf, les lignes vertes qui réapparaissent et tout, enfin, c'est bien. Je crois que là, on va se taper des consos d'autoroute dantesques, vraiment très basses. 24 degrés. Un peu d'ombre. Pas de vent. Je crois que là, on va faire un carnage. Bah tiens, regarde, on va tester un truc. Donc tu vas te mettre derrière le camion et on va voir si la voiture, elle accélère bien quand on double. Là, je suis à 110, allez, je mets le clignotant. Là, elle fait rien. Là, elle fait rien. Elle accélère maintenant. Ouais. C'est presque accélération dans la voie là, pour le coup. Ouais, c'est un peu plus qu'à demi-voie. Elle accélère pas quand tu mets le clignotant, c'est pas comme une Renault. Mais une fois qu'elle a été libérée, elle a fait une accélération tout à fait acceptable sans que ce soit un veau ni un supercar quoi. Bon après, notre modèle, il est équipé du changement de voie auto. Tu es obligé d'essayer ça. Dans ton tête haute, t'as une voiture avec deux petites flèches à gauche et à droite. Ouais, il faut qu'elle soit blanche. Faut qu'elle soit blanche pour que ça marche et des fois, elle y est pas. Faut couper le travel assist, le relancer. Et c'est quand tu le relances que tu les vois, c'est trop bizarre. Ah là j'ai une flèche blanche à gauche. Donc là si je mets le clignotant. Là j'ai la flèche verte. Ouais j'ai la flèche verte. Ah c'est stylé quand même hein. Ah bon par contre si tu lâches les mains du volant, elle te dit ah non bah ferme ta gueule, vas-y et elle allait me mettre dans la barrière. Ouais donc tu vois, t'as vu, t'as une flèche verte qui s'anime sur le tête haute, c'est impressionnant. Ouais c'est pas mal. Je mets le clignotant, je garde les mains sur le volant. Hop. Et en plus, il y a le rate augmenté qui se met sous la voiture de devant pour montrer qu'il l'a détecté. Et il y a un truc qui est très cool avec le changement de voie auto, c'est que si tu mets un coup de clignotant d'autoroute, il va clignoter jusqu'à temps que tu sois dans la voie, tu vois. Ah mais c'est ce que je fais là. Bon sinon, l'i17 elle est équipée du planificateur Volkswagen. On a fait une pluie de louanges à cette voiture sur plein de choses. Son planificateur, sincèrement, c'est de la merde. Vraiment, je déteste ce truc. Les prévisions de pourcentage, elles sont pas bonnes et elles s'ajustent seulement quand tu roules. Du coup, quand tu fais une planification, ça change 3 fois de borne avant qu'ils connaissent vraiment la consommation sur la route sur laquelle t'es. T'as aucune indication à combien tu dois charger, etc. C'est un peu du caca. Mais c'est une voiture qui a une batterie de 86 kWh. C'est franchement une voiture qui est inarrêtable sur autoroute et sincèrement, t'as envie de t'arrêter avant elle. Et t'as tellement d'autonomie que toi-même, t'as le temps de regarder où sont les bornes finalement. C'est le genre de voiture où en fait, t'as rien à planifier en fait. Tu t'arrêtes et tu recharges quand tu veux quoi. Mais même en termes de qualité de GPS, il est nul quoi. Vraiment, aucun intérêt d'utiliser le planificateur, surtout que t'as le préconditionnement manuel. Donc tu peux très bien utiliser Apple Plan ou ABRP, Apple CarPlay ou Android Auto. Et puis quand tu arrives près d'une borne, tu lances le préconditionnement manuel et voilà. Franchement, utiliser le GPS Volkswagen, ça sert vraiment à rien. Enfin, c'est mon avis. Non, mais je suis assez en phase à ce que tu dis. Si vous voulez en savoir plus sur le planificateur de l'ID7, il y a battle de planificateur ID7 contre BMW i4. C'est ça et je vous le mets en description. Autre défaut du GPS, nous ce qu'on aime bien, c'est que quand tu rentres une destination dans ton GPS, la voiture te dit à quel pourcentage batterie tu vas arriver. Bon, avec cette voiture-là, l'angoisse de l'autonomie, tu l'as pas trop. Mais quand même, au moins, tu sais si tu y arrives ou pas et à quel pourcentage. Et ce qu'on aime, c'est que ça soit affiché tout le temps. Comme ça, tout au long de ta route, tu peux regarder à quel pourcentage, si ça évolue, si parce qu'il fait d'un seul coup plus froid, tu consommes plus et le pourcentage baisse, etc. Ça évite surtout de faire des calculs dans sa tête, des produits en croix pour essayer de se faire une estimation, quoi. Et là, sur cette ID7... Mais de mémoire, fallait faire le détail de la planification pour pouvoir voir le pourcentage dans le détail. En gros, faut faire 3 ou 4 clics avant de voir à quel pourcentage t'arrives, quoi. C'est vraiment trop dommage. Il y a l'info, pourquoi ne pas l'afficher tout le temps? C'est fou. Ça, pour moi, c'est vraiment une voiture. Tu mets un OBD2, tu utilises ABRP en Apple CarPlay ou Android Auto et ça devient ton GPS de base. Il fera 100 fois mieux le job. Bon, allez, on se retrouve à la fin de l'autoroute. Bon, et bien voilà.
L'autoroute s'achève prochainement. Ça va, Alex? Bah ouais, bah là je suis hyper bien installé, donc ça pourrait durer 1 heure de plus, ça me pose pas de soucis. Hein. Bon, au niveau conso, t'es comment? Alors j'ai jeté un œil. Alors c'est pas la meilleure conso d'autoroute comme une Model 3 ou une Ioniq 28, c'est sûr. On n'est pas très loin au-dessus quand même. Bon, et bien voilà, dans quelques secondes, vous allez savoir combien consomme cette voiture et quelle est son autonomie, surtout sur autoroute. Bon, ma bibiche, elle a performé comme d'hab. Dernière régène jusqu'à l'arrêt complet. Hop. Il fait comme ça, la voiture. Bonne bagnole, hein? Bonne bagnole. Ah non, c'est pas mal, hein? Vive les berlines, vive les breaks et merde au SUV. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Surtout que là, franchement, en capacité de rangement derrière et tout, genre ça n'a pas grand chose à envier à un SUV, quoi. Est-ce qu'on ferait pas une petite régène quand même? Bon, tout de suite, on va mesurer le freinage régénératif de cette voiture. Même si elle a pas le one pedal. Et après ça, eh ben, on passe direct au conso. Allez, zou! Eh bien, c'est le moment de mesurer le freinage régénératif de l'i17. Comment ça se passe? Alex, C'est moi. dans son i17 Tourer, va se mettre au régulateur adaptatif à 80 km/h et quand il va passer devant moi, il va couper le régulateur, il va se laisser ralentir et à la fin, vu qu'il n'y a pas de one pedal, il mettra un petit coup de frein. Et moi, avec un télémètre laser, je vais mesurer la distance qu'il aura parcourue. Ça mettra un chiffre sur la force du freinage régénératif et à la fin, il y a un classement sur notre site lachaîneve.fr, c'est là. Alors, on le fait en mode B. En mode D, elle s'arrêterait sûrement pas, en fait. Donc, en mode B. Et autre chose, Alex a donné un pronostic de 155 mètres. Et moi, je mets un pronostic de 156 mètres. Je mets le régulateur à 80. Hop, je l'ai coupé. Alors, les feux stop se sont allumés immédiatement. D'habitude, les voitures parcourent une dizaine de mètres avant que les feux stop s'allument, donc que le freinage se mette en place. Là, ça s'est allumé tout de suite. Ça ralentit. J'attends d'arriver vers les 5 km/h avant de toucher le frein. Allez, là, elle est au pas. Hop. Je m'arrête. 167 mètres. J'ai gagné. Voilà. Tu veux que je te dise? Ah bah ouais. Alors, tu as pronostiqué 155 mètres. Ouais. Moi, j'ai pronostiqué 156. Enfoiré! J'ai changé au dernier moment pour être un poil au-dessus. 167 mètres. Ah mais je t'avais dit que c'était pourri, c'était sûr. Ouais. Putain, t'es un tricheur quand même. Il m'avait dit 153, j'ai augmenté. Ah. En fait, j'ai dit 153. Il s'est dit, je vais me mettre juste au-dessus à 155. Du coup, j'ai mis 156 à la fin. Et du coup, je l'emporte haut la main. Bon, allez, on passe aux consommations. Non, faut que je trouve les photos qui sont pas compromettantes. Non, ça c'est la soirée d'hier. Non, non, non. Ça c'est JC avec des cheveux. Ouais, non, c'est pas ça. Oh, c'est une vieille photo. Il est vieux ton téléphone. Bon, allez, c'est parti pour les consommations. Alors là, on s'est mis chacun. Respectivement à côté de la voiture qu'il a conduite. Voilà. Donc moi, j'ai commencé avec l'i17 en ville. Alors vas-y, dis, combien tu as consommé avec la Ioniq 28? Et consommé, je pense qu'elle a jamais consommé autant en ville. 11,4. Wow. Ouais, c'était un peu particulier la ville, hein, vous l'avez vu. Pourtant, on a fait 17 km à 23 km/h de moyenne. Eh bien moi, avec l'i17, j'ai consommé 14,4 kWh au 100. Ouais, donc avec le 11,4, ça va lui faire une conso dans les 12. Du coup, ça doit s'afficher ici, si je dis pas de bêtises, avec Oui. le pourcentage d'écart. Voilà, Et que le pourcentage, il est là. voilà. On passe à la route. Donc c'est encore moi qui conduisais Ioniq 28 à ce moment-là. Et là, j'ai fait beaucoup mieux. Moi aussi, j'ai fait mieux. Mais moi, j'ai fait mieux que toi, beaucoup mieux que toi. Ah. Vas-y. Ouais, avec la Ioniq 28, enfin j'ai fait, en même temps j'ai rien fait, c'est la voiture qui a tout fait, comme on le dit, hein, on fait pas d'éco-conduite. Et moi j'ai fait 10 tout rond. Ah, et ben moi, j'ai fait 12,4. Ah ouais. 12,4 avec un bébé de 2 tonnes 2, 86 kWh, 286 chevaux. 12,4. Et ben c'est pas mal quand même. Oui, c'est même énorme, 12,4. Bah ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah on change de base, c'est ce On mec qui change. conduit sur l'autoroute. Voilà. Allez. Alors, On passe à l'autoroute. Sur l'autoroute, donc j'attaque. On a fait 87,4 km à 118 km/h de moyenne. Donc la c'est norme. vraiment comme on fait d'habitude. Et donc j'ai consommé 15,7 kWh au 100. Et là c'est le chiffre que je veux savoir. À combien elle est? alors ce qui est fort, c'est que tu m'as dit le chiffre. Et j'ai fait, ah il abuse, comment il veut. T'as dit, elle a fait 18 quand je suis descendu. Là, je pense que c'était un peu mieux, 17,7. Et c'est Bah, 17,7. c'est 17,7. Oh là là, la classe. Donc il a les chiffres dans la tête. Hein. Je sais pas comment il fait, mais il est Mais putain, mais tu te rends compte? 17,7 kWh au 100. Mais c'est génial. Ah bah oui. Entre route et autoroute, on peut dire qu'elle est vraiment faite pour le VRP. Hein. Est-ce que c'est une bonne routière? Apparemment oui, parce qu'avec une conso comme ça, une vitesse de recharge comme celle-là, les aides à la conduite qu'elle a, la batterie qu'elle a, l'autonomie, etc. Et l'emport aussi de bagages et autres, c'est quand même assez énorme là. C'est incroyable. Je pense qu'au niveau perf, on est plus ou moins au niveau d'une Ioniq 6 RWD. Je pense qu'au niveau perf, on est au-dessus d'une Tesla Model 3 Long Range, parce que certes, la Model 3 Long Range, elle consomme très peu
Par contre, elle charge très lentement. Ouais. Enfin, très lentement, plus lentement en tout cas. Ah, au moins dans les 32-35. Ouais. Donc vraiment, c'est incroyable. Moi, je suis excellent. vraiment sur le cul. Bah, en fait, c'est une voiture, on a l'impression qu'elle mérite à être connue. Parce que j'ai l'impression que c'est C'est- pas une voiture qui a un choix où on se dit tiens, oh, il est 7, ouais. Bah si, en fait, c'est un bon choix, il est 7. Mais figure-toi que l'ID7, elle est classée 5e voiture électrique la plus vendue en Europe sur janvier-février 2025. Pas en France. Europe. Ah oui. Mais c'est énorme. En fait, Ah cette ouais. voiture se vend très bien. Il y a juste chez nous qu'on n'en voit jamais. Bon, elle est un petit peu chère. Bah, on dit avec cette voiture, on peut se rendre compte qu'on critiquait quand même Volkswagen à ses débuts, en électrique. Là, ils sont quand même bien réveillés, quoi. Et je vous le répète, je vais la ramener à Paris. Je vais faire un road trip et je vais essayer de la pousser dans ses derniers retranchements pour vous montrer à quel point on n'a plus besoin des voitures thermiques quand on a un truc comme ça. Sa vessie va souffrir. Ma vessie va éclater. Ce sera d'ailleurs le titre de la vidéo, vignette, ma vessie a éclaté. Je roule en ID7. Bon, allez, bref, on passe au tableau, aux chiffres. Parce qu'il y a le protocole Unique 28 Challenge et on fait passer tous ces chiffres dans une moulinette. On vous explique ça tout de suite et c'est Alex. Allez. Eh bien finalement, les mots de gorge auront eu raison d'Alex, c'est moi qui vous donne tous les chiffres. Donc comment ça se passe? D'abord, on met à jour les consos moyennes de la Unique 28. Donc on fait une moyenne des 45 essais qui ont eu lieu jusqu'aujourd'hui. Ça fait une consommation en ville pour la Unique 28 de 9,3 en ville, 10,1 sur route et 16,3 sur autoroute. Et à ces moyennes, on applique les écarts de consommation en pourcent relevés pour la Volkswagen ID7 dans l'essai d'aujourd'hui. Ça fait plus 26% en ville, plus 24% sur route et plus 13% sur autoroute. Et ça nous donne les consommations normalisées suivantes, 11,7 en ville, 12,5 sur route et 18,5 sur autoroute avec une conso mixte de 14,2. C'est quand même pas mal. Avec la taille connue de la batterie, ça nous donne les autonomies suivantes, en ville 735 km, sur route 688 km, sur autoroute 465 km et 325 km entre deux bornes de recharge, c'est-à-dire entre 80 et 10%, car on le rappelle, il n'est pas pertinent de recharger au-delà de 80% sur l'autoroute. On perd trop de temps. Le tout nous donne une autonomie mixte de 606 km contre un WLTP à 640. On n'est pas loin. À la fin de notre test, on a remis la voiture à charger. Donc le tableau de bord nous indique avoir consommé 28 kWh tout pile. Et la borne nous indique avoir réinjecté dans la voiture pour la remettre à 100% 30,96 kWh. Ça fait un écart à la recharge de 10,6%. C'est excellent. Si on applique cet écart à la recharge à la conso mixte, ça la fait passer de 14,2 à 15,7 kWh au 100. C'est ça qui compte pour le classement. Et justement, son classement, c'est 7ème sur 45. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et le classement, bah le voici. Figurez-vous qu'elle est juste au-dessus de la Dacia Spring et avant la Hyundai Ioniq 6. Incroyable. Avec toutes ces datas, on a simulé un temps pour faire 1000 km d'autoroute. Et la Volkswagen ID7 termine tout simplement 2ème au classement avec 9h43 en 2 charges seulement. La Ioniq 6 RWD garde la tête pour 9 minutes. En termes de vitesse de recharge, la Volkswagen ID7 Tourer se classe 5ème avec 750 km par heure de recharge. C'est absolument excellent. Elle se paye même le luxe d'être devant des voitures en 800 volts. Et ça, c'est grâce à sa consommation raisonnable. Au niveau du coût des recharges, à la maison avec un kWh à 20 centimes et sa consommation mixte, ça vous coûtera 3,10 € les 100 km. Et sur autoroute avec la conso autoroute et des recharges à 59 centimes le kWh, ça vous coûtera 10,90 € les 100 km. Mais à la maison comme sur autoroute, c'est possible de payer moins cher. Le prix indiqué est un peu le prix max. Au niveau du freinage régénératif, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un domaine où elle n'excelle pas, la Volkswagen ID7 a mis 167 mètres pour s'arrêter de 80 à 0 km/h. Ça la classe 29ème. C'est pas son point fort, c'est pas son point fort. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les chiffres, tous les classements sur notre site, lachaînev.fr. Allez, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah faut s'abonner. Ah Non, c'est mieux de dire un like d'abord. Oui, d'accord. D'accord, C'est bon ça. bah faut Attends, mettre on un va like. refaire, Alors. parce que je dis oui, d'accord. Non mais c'était drôle au limite. Ah ouais, mais c'était con, c'était bien. T'as dit qu'il fallait pas couper, qu'il fallait aller au bout Ah, du fait truc. chier, merde. Voilà, je voudrais dire que moi je suis épaté par cette voiture, je suis très content, bravo. Bravo Volkswagen, on peut applaudir, j'espère que vous applaudissez chez vous. Je suis pas très bon pour applaudir. Ouais, moi non plus, finalement, c'est ridicule. Ah Ah, j'en c'est peux pas- c'est- plus. En plus, c'est bien, c'était à partir d'une bonne intention et ça part en critique. Mais c'était une bonne intention quand j'ai fait ça. Ben oui, mais moi non plus, mais ça devient n'importe quoi cette chaîne. D'ailleurs, vu que c'est n'importe quoi, si vous avez rien à faire des voitures électriques, mais que vous vous intéressez à d'autres choses de la voiture électrique, vous pouvez vous intéresser à la chaîne EV Test Produits, où il y a aussi des tests sur d'autres produits, et donc un peu d'autopromo pour la chaîne secondaire. C'est quoi ta Souvent, dernière vidéo? C'est le test des batteries Zendur Hyper 2000. Ah, regardez, je porte actuellement la vignette. Voilà. Pour une fois que c'est lui qui porte une vignette.
Voilà, on met le lien vers la chaîne et la dernière vidéo dans la description de cette vidéo. Bon, sur ce, Ouais, sur ce, on va arrêter. on va peut-être s'arrêter là. Donc on va vous laisser reprendre une activité normale. Comme Ouais, disait, c'est ça. comment il disait, c'était en quoi ça? Ouais, les guignols, mais c'est vraiment une vieille ref, on va peut-être pas la... Ah, bonne cette ref. Ah bon, Ouais, d'accord. j'aime bien moi. Bah, vous pouvez reprendre une activité normale. Tiens, Ah, ciao, bon t'assumes, dimanche. t'assumes. Ouais, parfait. Bon, par contre, si vous regardez pas cette vidéo de dimanche, c'est un peu dommage. Donc, à regarder le dimanche. Bon, allez, salut. La bise.